Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière concernant à nouveau le Epstein Gate. Est-ce que, avec la question en fait brûlante d'aujourd'hui, est-ce que Donald Trump va délivrer des documents sur cette affaire, oui ou non? Et nous le verrons enfin avec Jean-François Caracci au micro des ondes clandestines. Écoutons-le. Podcast aujourd'hui pour les ondes clandestines sur la façon dont on tue une affaire ou qu'au contraire on la fait vivre. Mediapart nous a révélé que la puissance journalistique pouvait envoyer des gens en prison. L'affaire Paul Bismuth, c'est grâce ou à cause de Mediapart, le fait que Mediapart ait réussi, au nom du code pénal français et du code de procédure pénale, à faire vivre un enregistrement téléphonique qui prouvait que Sarkozy se faisait passer, avait une fausse identité, pour négocier avec le plus haut magistrat de Monaco pour des faveurs. Ça, c'est grâce à Mediapart. Mediapart n'écrira jamais des choses gentilles sur moi. Mediapart, c'est un journal d'extrême gauche fondé par un ancien supposé espion du KGB, puisque Edouard Plenel avait cette réputation-là. Les directeurs d'enquête Mediapart, dont Fabrice Arfi, qui est excellent, et que je salue, dont j'ai acheté et dévoré le livre La troisième vie sur un espion roumain planqué en Italie. J'en ai d'ailleurs fait le cadeau à un des fils de ma femme à Noël dernier, pour dire à quel point je reconnais son talent d'écriture. Fabrice Arfi, son père était commandant des RG, et lui, on n'est pas loin. Bon. Comment tuer une affaire ou la faire vivre? Alors déjà, je vais peut-être tousser, renifler, comme je l'ai fait hier dans mon podcast. Alors, chers ennemis, ne vous réjouissez pas trop vite. J'ai juste un petit rhume, parce que entre la semaine dernière et aujourd'hui, on a perdu 15 degrés. Donc, je n'ai pas un Covid Frankenstein ou Epstein. Hein. Je n'ai pas le Covid Epstein. J'ai juste un petit rhume. Donc, allez vous faire enculer si vous croyez que je vais crever dans la seconde. Je me rappelle avec l'affaire Epstein, j'en dirai deux mots tout à l'heure, même si j'en ai pas mal parlé, mais on n'essaye pas, Aurélien et moi, de faire la pute pour faire vivre une information qui serait sans intérêt. L'affaire Epstein est passionnante parce que elle démontre comment on traite la vérité, comment les médias traitent un fait vrai ou faux, et comment la justice, qu'elle soit française ou américaine, traite un événement vrai ou faux. D'abord, parenthèse sur l'affaire Clearstream. Il y a 20 ans, à peu près, avait explosé un scandale sur une banque du Luxembourg qui était une banque de compensation qui s'appelait Clearstream. Et dedans, il y avait Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, à l'époque, a crié au scandale en expliquant que les documents de Clearstream étaient des faux et qu'il était accusé injustement. Et les gens qui ont utilisé ces documents, dont certains qui les ont produits, ont été condamnés. Leur vie professionnelle a été brisée. Mais à l'époque, moi, j'étais en fonction en Italie. J'étais au service d'Andreotti dans l'affaire Clearstream. Et en fait, ces histoires étaient vraies. Ils ont présenté les services secrets. On va être très clair. On va être très clair et très concret. Dans l'affaire Clearstream, il y avait des noms tels que des grands industriels italiens et aussi quelques membres de la noblesse européenne. Donc les services secrets, par exemple de Luxembourg, du Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi le MI6, se sont mis d'accord avec la DGSE à l'époque pour produire un faux document pour porter atteinte, annuler le vrai document. Et ces faux documents ont été remplacés, et je l'affirme parce que j'ai eu ce dossier entre les mains, j'ai géré ce dossier pour l'Italie, en tout cas pour Andreotti et Berlusconi, Andreotti à l'époque, j'ai vu passer ce document. Moi, je n'ai pas agi. C'est-à-dire, j'ai été payé pour démontrer à mon patron la démarche qui était en cours et ce qui était vrai, ce qui était faux pour pouvoir se positionner. Pour que l'Italie, mais aussi particulièrement Andreotti, puisse se positionner parce que lui, en plus, avait les gros procès, etc. Donc, il voulait aider, etc. Bon, c'est comme ça. Il était sénateur à vie, il avait été président du Conseil 6 fois, 20 fois ministre, voilà. Et il se préparait à être président de la République italienne, ce qu'il n'a pas réussi à être, malgré
la puissance qui avait été mise à sa disposition pour cela. Mais la nouvelle génération, à l'époque, avait préféré Mattarella, même avant lui, quelqu'un d'autre, plutôt que lui. Bon. Donc, les vrais documents Clearstream ont été substitués par les différents services secrets dans les bureaux des juges du Luxembourg et français. Les juges n'ont pas su, parce qu'il n'y a pas eu de complicité de juges. Ils ont eux aussi été malmenés, abusés dans cette histoire, où en fait les juges français sont retrouvés dans le dossier à ce qui se trouve physiquement des faux documents dans un dossier posé sur leur bureau, remplacés par les services secrets. Il faut le savoir que ça arrive très souvent, parce que les services secrets, c'est fait pour ça. Les gens qui ont envie de ricaner, de crier au complotisme, ce sont des minables. Parce que les services secrets sont faits pour faire ce genre de choses. Pour prendre un autre exemple, quand Juan Carlos a tué son frère, parce que l'ancien roi d'Espagne a tué son frère, soi-disant d'un accident de chasse involontaire, quand ils étaient jeunes, sauf que c'est son frère qui devait régner. Juan Carlos n'aurait jamais dû être roi, mais Franco voulait de Juan Carlos, qui avait une personnalité beaucoup plus malléable et beaucoup plus facile que le frère aîné. Donc, ils partent à la chasse, les deux frangins, et oh là là, malheur, celui qui devait pas régner a tué celui qui devait régner, et finalement, Juan Carlos devient roi. Et puis, il y a toute une histoire de titres héréditaires et pas héréditaires, dans laquelle s'est engouffré d'ailleurs le père de Martínez Bordiú, alias Louis XX, où en fait ce sont des titres, parce que Franco était aristocrate. C'était une dictature d'aristocrates, le franquisme. C'était pas des républicains. Ce qui est terrible dans les livres d'histoire, c'est qu'on dit la République de Franco. Mais Franco était un aristocrate qui a rétabli officiellement le royaume avec Juan Carlos. Bon, je m'égare. Il y a eu à l'époque une enquête. Et il était évident que Juan Carlos avait tué son frère. Eh bien, déjà à l'époque, donc je vous parle de cette affaire il y a 50 ans, eh bien, les preuves ont été substituées pour que le nouveau roi d'Espagne ne soit pas inquiété. Donc oui, il arrive, et ça a été le cas dans le dossier Karachi, où la juge Joëlle Allot s'est retrouvée à ce que 3 juges avant elle s'autodésaisissent. Je m'étais constitué partie civile à Montpellier en 2004. Les 3 juges de Montpellier s'étaient autodessaisis pour une petite SCI insignifiante dans laquelle le faux en écriture était évident. Parce que les juges n'avaient pas le temps, les juges n'avaient pas envie, ou c'était trop compliqué. C'était trop compliqué, parce que François-Joseph Karachi n'était pas le petit gérant de société insignifiant, et certains le savaient. Parce qu'à Montpellier, moins aujourd'hui, mais il y a encore 15 ans, 20 ans, ce sont les loges pieds noirs qui décidaient de tout. Jacques Martin, d'ailleurs, ancien bâtonnier, s'était créé sa propre grande loge, où il était le grand maître de sa petite grande loge qui était composée que de Rose-Croix et de francs-maçons pieds noirs, dans lequel il y avait Bernard Travier, ancien avoué à la cour d'appel de Montpellier, qui entre-temps est devenu juge. Bernard Travier, ami d'enfance de mon père adoptif, Bernard Travier, qui est conseiller municipal de Montpellier actuellement. Bernard Travier, aujourd'hui, aux dernières nouvelles, était conseiller à la Cour de cassation, en tant que juge. Donc mon père adoptif, petit-fils d'agent secret italien, avait comme bâtonnier un grand maître d'une grande loge pieds noirs et comme meilleur ami d'enfance, Bernard Travier est celui qui a présenté mon père à mon père. Il faut savoir ça, c'est que les services secrets roumains, en fait, étaient intéressés par ce Bernard Travier pour les raisons qui sont ce qu'elles sont. Et donc Bernard Travier s'est retrouvé quand les preuves ont été détruites de mon innocence et que j'affirme
que les preuves ont été détruites par François-Joseph Karachi et Jacques Martin parce qu'il y avait des relevés de banque du compte joint que j'avais avec Olivia Karachi qui, par exemple, prouvait que l'argent que j'avais investi pour elle était revenu de Chine. J'avais demandé à Chen Fei de me rembourser l'investissement parce que je voulais pas de problème. Parce qu'Olivia avait changé d'avis, parce que très dépressive, parce qu'elle venait de faire une tentative de suicide où elle s'était jetée dans la piscine et je l'avais sauvée in extremis. Eh bien, ces relevés de banque que j'avais au CIC à Montpellier prouvaient en fait que l'investissement était revenu. Donc certes, Charles Moragues, entre-temps, était mort, de sa belle mort, 78 ans, mais les relevés de banque qui prouvaient mon innocence, eux, se sont égarés dans la nature. Et moi, j'étais pas là, puisque je vous l'ai déjà expliqué, je pleurais la mort de mon fils. Alors, c'est pas un prétexte, hein. D'ailleurs, à l'époque, si on m'avait posé la question, si un juge m'avait posé la question, il y a 20 ans, j'en aurais certainement pas parlé, parce que j'avais trop honte. Je me sentais tellement coupable que Roger Cazorla ait tué mon fils parce que j'étais roumain. C'est terrible, hein. C'est terrible, mais c'est comme ça, le processus de deuil. Il y a la colère, l'acceptation, le deuil, enfin, tout ce que les psys peuvent nous expliquer, qui est parfois très valable et parfois pas du tout. Donc, dans le dossier Karachi, il y a eu des substitutions de preuves, comme dans l'affaire Clearstream. Et dans l'affaire Epstein, parce qu'on y vient à ce dossier-là, c'est pareil. Aujourd'hui, Trump fait le malin en disant « Mais moi, j'ai rien à cacher, j'en ai rien à foutre. S'il y a des photos de moi en train de sucer les bites, c'est des fausses photos. » Parce que de toute façon, on ne pourra pas savoir si c'est des vraies ou c'est des fausses. Parce que les services secrets américains, le Secret Service, son job, c'est de protéger l'intégrité du président de la République, du président des États-Unis. L'intégrité physique, mais aussi judiciaire et morale. Les Secret Service sont faits pour ça. À l'époque de Bill Clinton, quand il se faisait sucer par Lewinsky, qu'elle était sous le bureau à se mettre des cigares dans le cul, eh bien les Secret Service n'étaient pas au service des Américains. Le Secret Service était au service de l'intérêt personnel, individuel et égoïste du président américain. Mais peut-être que Trump a oublié une chose, c'est que moi je pense que Trump fait une erreur stratégique en faisant le malin. Parce que Roy Cohn, qui était donc cet avocat brillant, homosexuel et mafieux, lui a appris à comment faire. Il était son mentor, mais je pense qu'il a été son mentor dans tous les sens du terme. Dans le film The Apprentice, on voit Trump être présent physiquement lors d'une partouze gay chez Ron Cohn, mais l'acteur, Stan, ne reste pas. On ne le voit pas rester, on ne le voit pas participer. Si, il est resté, il est participé, et puis voilà, ok. Si Donald Trump aime sucer de la bite, ben il aime sucer de la bite. Enfin. Mais ça dérangera certainement les fondamentalistes qui voient en lui le nouveau Jésus, mais après, moi, j'en ai rien à cirer. Hein. Mais ce qui est important par rapport à ça, et c'est ça l'objet de ce podcast, c'est de comprendre à quel point le Secret Service américain actuellement soit fait les choses sur demande de Trump, soit fait croire à Trump qu'ils font les choses pour baiser Trump, pour favoriser les démocrates. Parce que n'oublions pas que la justice américaine, il y a quelques semaines, a expliqué qu'il n'existait pas de Carney Epstein. La justice américaine a expliqué qu'il n'existait pas d'affaire Puff Daddy, pour qu'au final, tout revienne de nouveau en se disant « Mais finalement, si, il y a bien une affaire Puff Daddy ». Donc l'idée, c'est pas de faire un billet d'humeur où toutes les semaines l'info revient et prend la tête, c'est de voir à quel point, jusqu'au clou final qui sera planté, eh bien il y aura du va-et-vient. Trump a 80 ans, donc il en a rien à cirer si au final on apprend que dans les livres d'histoire, il sera un type qui aura été 2 fois président des États-Unis et ses enfants feront tout pour expliquer que les démocrates ont voulu lui nuire et que papa était un mâle dominant et que son fils Byron est le nouveau Jésus. Pourquoi pas? Trump est à moitié allemand et à moitié écossais de naissance. Sa mère appartenait au clan MacLeod. Pour ceux qui aiment l'immortel, vous allez kiffer. Et voilà, donc on est dans ces vieilles familles-là d'Europe qui ont su venir faire fortune aux États-Unis. Après, l'affaire Epstein est extrêmement intéressante pour ça, parce que
qu'on soit démocrate ou républicain aux États-Unis, personne n'a raison parce que en coulisses, dans le plus grand secret, la vérité se construit. Elle ne se défend pas. Personne n'a intérêt à savoir ce qui est vrai. Ce qui est important, c'est de faire croire ce qui est vrai. Les ondes clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis nombreux. Jean-François Carracci va se rétablir de sa toux, à moins qu'il ne s'agisse tout simplement d'une tentative d'empoisonnement en fait, dont il n'aurait encore connaissance. Et ça, on vous le divulguera dans les prochains épisodes des ondes clandestines. À très bientôt. Au revoir.